Docteur Synapse. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez complexe qui est la diplopie. La toute première chose, c'est qu'il faut différencier entre la diplopie monoculaire et binoculaire. Comment différencier entre les deux? Imagine que tu es devant Nelson Mandela. Pour la diplopie monoculaire, si ton œil malade est l'œil droit, à l'ouverture des deux yeux, tu verras de Nelson Mandela. Pour la diplopie binoculaire, tu verras aussi de Mandela à l'ouverture des deux yeux. Imagine que tu couvres l'œil droit malade, que va-t-il se passer? La diplopie disparaîtra. Cette fois-ci, tu couvres l'œil gauche non malade. Si tu as une diplopie monoculaire, tu verras de Mandela. Pour la diplopie binoculaire, tu ne verras double que si tu ouvres les deux yeux. Retiens bien ça. Lorsque tu fermes l'œil droit, disparition de la diplopie, et lorsque tu fermes l'œil gauche, disparition aussi de la diplopie. Pourquoi c'est important de différencier entre les deux? Car les causes sont complètement différentes. Les causes de diplopie monoculaire sont essentiellement ophtalmologiques, soit atteinte de la cornée, astigmatisme, de l'iris, trauma, cristallin, cataracte. Pour la diplopie binoculaire, c'est souvent des causes neurologiques ou atteinte de l'orbite, ce qui entraîne un trouble du parallélisme oculaire. Souvent, la diplopie binoculaire est une urgence. Sans perdre de temps, on va se lancer directement. Comme détaillé lors de ma précédente vidéo, l'anamnèse est super importante en neurologie. D'abord, le sexe et l'âge. Détaille la plainte, c'est une diplopie, ok. Est-ce que c'est post-trauma, après un effort physique ou après une longue lecture? Est-ce que la diplopie est plutôt horizontale, verticale ou oblique? Quelle est la position du regard avec un maximum de diplopie? Ensuite, passe à l'évolution temporelle. Comment cela a-t-il commencé? Est-ce que c'est brutal ou progressif? Détermine aussi si c'est constant, transitoire ou fluctuant. Tu auras alors une hypothèse générale plus des diagnostics différentiels. Tu vas ensuite vérifier ton hypothèse par les symptômes associés. Est-ce qu'il y a une douleur, vertige, céphalée, nausée, signes neuro associés? Recherche les facteurs de risque. Diabète, hypertension, maladie endocrinienne, essentiellement de la thyroïde et antécédents oculaires. La maîtrise de la neuroanatomie est essentielle pour comprendre ce chapitre. Je dessine le globe oculaire, la pupille, le muscle droit latéral qui fait bouger l'œil vers l'extérieur, le droit supérieur vers le haut, le releveur de la paupière, l'oblique inférieur, mouvement vers le haut et l'intérieur, le droit interne qui fait bouger l'œil vers l'intérieur, le droit inférieur vers le bas, et l'oblique supérieur qui dirige l'œil vers le bas et l'intérieur. En bleu, les structures osseuses, dans l'os clinoïde, et derrière le tronc cérébral, quatrième ventricule et cervelet. Le premier nerf que je vais dessiner est le nerf oculomoteur, c'est le nerf 3. Son noyau se trouve au niveau du mésencéphale. Il va innerver le droit supérieur, le releveur de la paupière. Le nerf 3 présente également des fibres intrinsèques permettant la constriction de la pupille. Et pour finir, le nerf 3 va innerver le droit interne ainsi que le droit et l'oblique inférieur. Le nerf pathétique ou trochléaire est issu de la partie inférieure du mésencéphale. Il a une particularité assez unique. Il va sortir de la face postérieure du mésencéphale et aller de l'autre côté pour innerver le muscle oblique supérieur. C'est-à-dire que le noyau du 4 situé à gauche va innerver l'oblique supérieur situé à droite. Pour le nerf 6, abducens, il naît au niveau du sillon bulbo-protubérantiel et va se diriger ensuite antérieurement en faisant un angle droit avec l'os clinoïde pour innerver le droit latéral.
Le noyau du nerf 6 est très proche du noyau du nerf 7. Cet angle droit des fibres du nerf 6 avec l'os clinoïde est favorisé par le ligament pétroclinoïdien. Cette disposition du nerf 6 est extrêmement importante. À cause de cette disposition, le nerf 6 est super sensible aux variations de pression intracrânienne. Au niveau vasculaire, l'artère communicante postérieure est en contact très étroit avec le nerf 3. Devant, nous avons l'artère ophtalmique et en bas, l'artère carotide interne. Il est aussi important de retenir qu'il existe des communications entre le nerf 3 et le nerf 6 permettant les mouvements coordonnés des deux yeux. Voici deux coupes transversales, l'une située au niveau du pont, la deuxième située au niveau du mésencéphale. Et devant, nous avons les yeux. Afin de regarder vers la droite, tu dois contracter ton droit interne gauche et ton droit latéral droit. Afin de réaliser ce mouvement, nous avons besoin d'un maestro, qui est le faisceau longitudinal médial. Bon, tu as d'abord le noyau de l'abducens, qui est le nerf 6. Il va innerver le droit latéral du même côté, et en plus, certaines fibres vont passer par le faisceau longitudinal médial pour stimuler le noyau oculomoteur pour contracter le droit interne. Cette coordination fine permet le mouvement des deux yeux vers la droite, c'est-à-dire adduction de l'œil gauche et abduction de l'œil droit. Passons maintenant à un carrefour vasculo-nerveux super important, le sinus caverneux. Nous allons maintenant réaliser une coupe frontale. D'abord, la glande pituitaire. Au-dessus, tu as le chiasma optique. À l'intérieur de ce sinus caverneux, nous avons un tas de choses. L'artère carotide interne, le nerf 3 oculomoteur, le nerf trochléaire 4, le nerf 6, le nerf 5.1 et 5.2. Si tu arrives à visualiser toutes ces structures, tu comprendras toutes les causes de diplopie binoculaire. Maintenant, nous allons détailler les différentes causes de diplopie binoculaire. D'abord, les causes traumatiques et hypertension intracrânienne. En dessous du globe oculaire, tu as un os qui s'appelle le plancher orbitaire. Imagine que le patient se présente pour diplopie après qu'il ait reçu une balle de baseball au niveau de son œil. L'impact important de la balle peut entraîner une fracture du plancher orbitaire, ce qui peut entraîner une incarcération des fibres du muscle droit inférieur. Vu que les fibres du muscle droit inférieur sont bloquées au niveau du foyer fracturaire, ça entraînera une élévation limitée, mais aussi très douloureuse, du globe oculaire. Voici une mignonne petite fille qui a eu un traumatisme orbitaire avec fracture du plancher orbitaire. Tu remarques que quand elle essaye de lever les yeux vers le haut, l'œil gauche s'élève normalement, mais l'œil droit est très limité. Voici la fracture. Cette fois-ci, imagine que le gars tombe sur sa tête. Traumatisme crânien. Ça peut entraîner une lésion du nerf 4. La fragilité de ce nerf est due à sa disposition. La lésion du nerf 4 peut être difficile à voir. Ici, tu as un patient qui a une lésion du nerf 4, mais lorsque tu lui demandes de faire bouger les yeux, tu as l'impression que tout fonctionne bien. On va réaliser le cover test. Si tu lui demandes de regarder devant, tu remarques que l'œil droit est légèrement plus haut que l'œil gauche. Si tu lui demandes de regarder du côté droit, il n'y a pas de différence. Mais lorsque tu lui demandes de regarder du côté gauche, tu remarques que l'œil droit est bien plus haut que l'œil gauche. Quand il incline la tête vers la gauche,
Ses yeux redeviennent alignés. Mais quand il incline la tête vers la droite, son œil droit est plus haut que l'œil gauche. Cet enfant était la victime d'une bagarre. Il est tombé sur la face. Regarde d'abord la position des deux yeux au repos. Tu remarques que l'œil droit dévie vers l'intérieur. Quel nerf crânien est atteint? C'est le nerf 6 droit qui permet l'abduction du globe oculaire droit. Voici un enfant ramené par sa mère qui se plaint de diplopie. Avant même de l'examiner, regarde la position de la tête de l'enfant. Il a sa tête dirigée vers la droite et son regard dirigé vers la gauche. C'est probablement la position qui permet de diminuer sa diplopie. Quel nerf est atteint? C'est le nerf 6 droit qui est atteint. Si on a une augmentation de la pression intracrânienne, le nerf 6, par son trajet, est très sensible aux variations de pression. Si elle augmente, nous pouvons avoir une lésion bilatérale des deux nerfs 6. Ok, revenons à notre algorithme. Deuxième cas de figure, diplopie binoculaire associée à un syndrome orbitaire. Ça veut dire quoi? En résumé, un œil moche. Imagine que tu as un gros thrombus à l'intérieur du sinus caverneux. Ça s'appelle thrombose du sinus caverneux. Cette obstruction veineuse importante entraînera une augmentation de la pression derrière l'orbite. Au niveau clinique, ça se manifeste par des douleurs rétro-oculaires, chémosis, œdème palpébral, exophtalmie, voire même ophtalmoplégie avec atteinte du nerf 6 ou et du nerf 3 qui sont à l'intérieur du sinus caverneux et qui peuvent être comprimés. Cette jeune femme a une thrombophlébite du sinus caverneux d'origine septique. Voici l'évolution après 3 mois de traitement antibiotique et anticoagulant. Imaginons cette fois-ci qu'on a une communication entre l'artère carotide et le sinus caverneux. Ceci s'appelle une fistule carotido-caverneuse. Les causes les plus fréquentes étant post-traumatique ou rupture d'un anévrisme carotidien. Les symptômes étant exophtalmie, diplopie, douleur, perte de la vision quelquefois, injection conjonctivale. Dans ce cas-ci, nous voyons très bien des pulsations oculaires à cause de la carotide qui bat et qui communique avec le sinus. Cette pathologie est une urgence chirurgicale. Regarde la différence avec la maladie de Basedow qui est souvent bilatérale. Voici un deuxième cas. Et le dernier cas, nous avons une parésie des muscles oculomoteurs gauche et injection conjonctivale. Et pour finir, la maladie de Basedow. Ces 3 maladies couvrent les diplopies avec syndrome orbitaire. Troisième cas de figure, diplopie binoculaire avec signe neurologique associé. Il faut penser à une atteinte du tronc cérébral. Par exemple, AVC du tronc cérébral, hypertension intracrânienne, Wernicke, voire la méningite. Si diplopie binoculaire avec douleur. Diplopie plus douleur égale urgence.
Nous allons d'abord parler de l'apoplexie hypophysaire. En résumé, c'est l'hypophyse qui saigne. D'abord, tu dois avoir un terrain favorable pour que ta glande pituitaire saigne. C'est-à-dire que le patient aura très souvent un adénome hypophysaire qui peut d'un jour à l'autre saigner et entraîner une apoplexie hypophysaire. Cette augmentation brutale de la taille de l'hypophyse peut comprimer les structures avoisinantes, c'est-à-dire les nerfs crâniens, ce qui peut causer une diplopie. En haut, tu peux aussi avoir une compression du chiasma optique. Rappelle-toi que c'est au niveau du chiasma optique que décussent les fibres nasales responsables de la vision latérale. En résumé, le patient va souvent se plaindre de douleur brutale, diplopie et hémianopsie bitemporale, c'est-à-dire qu'il ne verra pas sur les côtés, que ce soit à gauche ou à droite. Voici le scanner d'un patient qui s'était présenté pour céphalée et perte de vision brutale. Ici, tu vois sa glande pituitaire ou hypophyse qui est gonflée. Ce que tu vois plus dense, c'est-à-dire plus blanc, c'est du sang. Cette fois-ci, c'est un patient qui se présente pour céphalée et ophtalmoplégie. Voici son IRM. Tu vois que son hypophyse est gonflée et saigne. Une autre cause de diplopie avec douleur est l'anévrisme de la carotide ou de la communicante postérieure. Regarde, l'artère communicante postérieure est juste à côté du nerf 3. Imaginons que tu as un anévrisme, il va pousser sur ton nerf 3. Qu'est-ce que ça peut entraîner? Une parésie, voire paralysie de ton nerf 3. Ici, c'est une patiente qui souffre d'une paralysie complète du nerf 3 avec atteinte des fibres extrinsèques et intrinsèques. Pourquoi atteinte des fibres intrinsèques? Parce que tu as une mydriase. On va lui demander de regarder vers l'intérieur. On voit que c'est assez difficile. Vers le bas, difficilement. Vers la droite, c'est possible. Ici, elle explique qu'elle a présenté d'abord une douleur derrière l'œil droit, puis au niveau du cou, et ensuite, elle a commencé à voir double. Retiens que l'anévrisme de la communicante postérieure peut entraîner une parésie du nerf 3. Et pour finir, la maladie d'Orton. Imaginons cette fois-ci diplopie binoculaire associée à une parésie du 3 plus douleur. Bien sûr, pensez à la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire anévrisme de la carotide ou de la communicante postérieure, Orton, voire aussi neuropathie ischémique. Surtout si le patient présente des facteurs de risque cardiovasculaires comme le diabète ou l'hypertension artérielle qui peuvent toucher les petits vaisseaux. C'est diplopie binoculaire fluctuante. Quelle est la maladie qui peut entraîner une diplopie fluctuante avec atteinte de la jonction neuromusculaire et plus précisément post-synaptique? La myasthénie. Si diplopie binoculaire aiguë et transitoire, pensez à une atteinte du tronc cérébral, essentiellement un AIT. Diplopie binoculaire avec ophtalmoplégie internucléaire plus signes neuro-associés, à quoi faut-il penser? Rappelle-toi que le faisceau longitudinal médial permet de coordonner le mouvement des yeux. Prenons l'exemple d'une atteinte du faisceau longitudinal médial gauche. Lorsque tu vas demander au patient de regarder vers la droite, son nerf 6 va stimuler son droit latéral, donc tu auras une abduction de l'œil droit, mais l'œil gauche, il n'y aura rien qui va passer et il restera figé. Et donc, vu que la lésion se situe au niveau du pont, si atteinte du faisceau longitudinal médial, il faut penser à une atteinte du tronc cérébral. Ici, tu as une atteinte du faisceau longitudinal médial du côté droit.
tu remarques que son œil droit n'arrive pas à faire une adduction complète. Également, un petit truc que tu dois te rappeler, c'est que la convergence est épargnée. C'est-à-dire, quand tu vas rapprocher ton doigt vers le nez du patient, ces deux yeux doivent converger vers ton doigt de façon normale. Voici un deuxième cas d'atteinte du faisceau longitudinal médial droit. Pour les causes, ça peut être soit un AVC chez un vieux ou une sclérose en plaques chez les jeunes. En résumé, atteinte du tronc cérébral. Dernier cas de figure, diplopie binoculaire avec atteinte de la peau. Ça peut être par exemple un zona ophtalmique. Voici deux belles images. Ou une maladie de Lyme. Chez qui tu vas faire un scanner plus angio-CT ou IRM plus angio-IRM cérébral. Pour le traumatisé, tu vas favoriser le scanner et l'angioscanner parce qu'on voit mieux l'os. Et pour tout ce qui est syndrome orbitaire, signes neuro-associés, douleur, parésie du 3 plus douleur, aiguë plus transitoire ou ophtalmoplégie internucléaire avec signes neuro, favorise l'IRM plus l'angio-IRM. Mais si ce n'est pas disponible, fais un scanner plus angioscanner cérébral. Plus spécifiquement, si tu recherches une myasthénie, dose l'anticorps antirécepteur acétylcholine, et aussi aux urgences, tu peux réaliser un test au glaçon. Tu mets un glaçon au niveau de la paupière supérieure. L'amélioration de l'élévation de la paupière après quelques minutes te fera pencher vers la myasthénie. Pour la maladie de Basedow, tu peux doser les anticorps anti-TSH. Et pour la maladie de Horton, la vitesse de sédimentation et la CRP. J'espère que c'était instructif et je te dis à bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me communiquer vos questions, vos éventuelles remarques et de me proposer les sujets qui vous intéressent.